et bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un saga en série puisque je vais vous présenter une de mes séries favorites. Malgré les petits points un peu moins bien dont on va parler un peu plus tard, il s'agit de Nevernight. Alors Nevernight, c'est une trilogie qui est aujourd'hui terminée et qui est sortie en intégralité en grand format chez De Saxus. Vous avez le format relié ou broché, mais pour ceux qui n'ont pas énormément de moyens, sachez que la trilogie arrive en poche très prochainement puisque le premier tome, il me semble, sort cet automne chez J'ai lu. Alors Nevernight, c'est une série qui a été écrite par Jay Kristoff et qui au final, en version originale, date un petit peu puisque je crois qu'il l'a sorti en 2018, quelque chose comme ça. Et il était temps que nous, lecteurs français, nous puissions tout simplement mettre nos mains sur cette trilogie. Alors, je dirais que cette trilogie, elle est un petit peu entre le young adulte et l'adulte puisque il y a des scènes quand même très explicites et très violentes. Donc pour moi on peut pas classer ça dans du young adulte, mais en même temps on est très loin de la fantasy adulte avec les enjeux politiques, un monde hyper méga développé. Enfin voilà, on est vraiment entre les deux. Disons que c'est plutôt une écriture young adulte mais avec du contenu qui est plus tourné vers l'adulte, notamment en termes de violence, de langage vulgaire, de scènes de sexe explicite. Voilà, soyez prévenus, c'est pas tout gentil tout rose. Du coup, Nevernight, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Mia, qui a 16 ans au début du premier tome et dont on nous raconte l'enfance, où elle était la fille d'un Justus qui était un petit peu dans ce monde, c'est un peu le, comment dire, un politicien en fait de la ville dans laquelle elle résidait. Et il allait accéder un petit peu à des pouvoirs vraiment très haut au niveau de la politique, mais il s'est fait renverser par un adversaire et du coup Mia a vu toute sa famille se faire décimer devant elle suite donc du coup à ce coup d'état politique. Elle réussit quand même à s'échapper et à essayer de survivre dans les rues de Sépulcra, mais du coup on la retrouve à 16 ans, très aguerrie, très en colère et qui cherche à rejoindre l'Église Rouge qui est une école d'assassins, à la guilde en fait des politiques du monde tout simplement. Et donc on va suivre son apprentissage et ensuite plein d'autres choses parce que ça part dans tous les sens. Du coup le tome 1 est énormément axé sur l'enfance de Mia et sur la découverte de l'Église Rouge, de l'académie, vous avez des cours, vous avez des shaïds qui sont des maîtres de compétences un petit peu si vous voulez. Par exemple il y a la maîtresse des poisons, vous suivez un petit peu Mia du coup dans cette école un peu pas comme les autres hein, parce que il y a un cours où la moitié des élèves décèdent parce qu'il fallait trouver un antidote au poison qui a été délivré directement dans leur nourriture par la maîtresse des poisons par exemple. Autant vous dire que c'est pas Jojo et qu'il faut être un petit peu bien accroché pour survivre à cette école. Mais du coup Mia elle va quand même se distinguer parce qu'il faut dire qu'elle est sacrément intéressante. Mia, c'est un personnage qui pour moi a une énorme évolution dans le sens où quand elle commence, elle est aveuglée par la vengeance, elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense pas qu'elle puisse blesser d'autres personnes, elle est vraiment focalisée sur son propre égoïsme et je dirais presque même son propre nombrilisme. Alors que au fil des tomes, par exemple à partir du tome 2, elle commence à s'ouvrir un petit peu, elle commence à faire rentrer des personnes dans son cercle de confiance. Et dans le tome 3, on va pas dire qu'elle est dévouée au reste du monde, mais on va dire qu'elle se soucie du bien commun, on va dire. Je trouve que du coup c'est une évolution qui est extrêmement intéressante sur ce personnage qui suit un petit peu au final le parcours de l'adolescence je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage et je crois que c'est mon tome préféré des trois. Notamment parce qu'on suit une académie et que moi j'aime beaucoup les écoles et même si c'est pas une école de magie mais une école d'assassins, j'aime beaucoup ce thème en littérature et du coup ce premier tome m'avait vraiment explosé au visage, j'avais été soufflée, je m'étais dit waouh, juste c'est incroyable. Et du coup ben voilà, c'est mon tome préféré de la saga. Bon après le second tome n'est pas en reste hein, parce que je trouve quand même qu'il est très intéressant,
qui suit une trame narrative qui est totalement différente et c'est là où l'auteur a su se réinventer puisque dans ce deuxième tome on ne suit pas l'école mais on suit des jeux de gladiateurs. Alors je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, je vous dirai pas comment on en arrive là, mais on va suivre Mia qui va faire des combats de gladiateurs et c'est sanglant, c'est violent, c'est drôle. Elle se fait des amis dans les personnages secondaires qui sont vraiment tous intéressants, qui sont très attachants et on suit vraiment voilà une aventure presque différente et on sent vraiment l'évolution déjà de tous les personnages en fait dans ce livre. Ce qui nous amène au troisième tome qui est pour moi une espèce de voyage slash fuite dans le monde de Sepulchra. Un peu une fuite de Mia notamment contre elle-même et aussi contre le destin qu'on lui promet, contre les choses qu'elle va devoir faire pour accomplir enfin sa vengeance. Du coup on est vraiment sur ce chemin de vous savez quand vous êtes presque au bout, vous touchez presque quelque chose mais vous avez tellement peur parce que en fait Mia dans ce tome, je pense qu'elle a peur parce que elle se dit une fois que j'aurai terminé ma quête, qu'est-ce qui va me rester? Pourquoi je vais vivre? Quel sera mon but? Et je pense que c'est vraiment le fil conducteur de ce livre parce que Mia elle sait pas et puis d'un côté vous avez certains personnages qui vont lui apporter un nouveau but et qui est peut-être plus grand que celui qu'elle s'était fixé, qui est plus important, qui bénéficie à plus de monde et c'est là que je vous dis qu'elle commence vraiment à avoir un développement où elle va se dire que peut-être elle est vouée à faire plus que juste sa vengeance. Donc voilà, après par contre je n'ai pas trop aimé ce tome. Alors c'était pas mauvais hein, mais par rapport aux deux autres, mais rien à voir, rien à voir. J'ai eu l'impression que l'auteur avait quelques idées mais pas assez pour faire un livre entier pour cette fin. Et que du coup il cherchait un peu, voilà, il essayait de... Il y a plein de scènes qui sont inutiles, notamment des scènes un peu olé olé qui n'apportent absolument rien à l'histoire alors que je trouvais que dans les autres tomes ça apportait vraiment... voilà, c'était des moments clés dans la vie de Mia, dans ses relations, alors que là ça n'avait zéro intérêt. Il y a des scènes qui sont particulièrement longues et d'autres beaucoup trop rapides. On sent qu'on tourne un petit peu autour du pot avant d'arriver un petit peu à la bataille finale quoi. Et même si, comme je vous disais, ça correspond un petit peu à la quête de Mia, de se dire qu'est-ce qu'elle va faire après, j'ai trouvé que c'était très long, que c'était pas aussi bon que les deux autres et du coup la fin m'a vraiment frustrée. Surtout qu'il y a le destin de certains personnages qui pour moi est... Non, je ne suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord. Du coup voilà, ça a été un troisième tome un petit peu en demi-teinte et surtout un peu déçue parce que j'aimais tellement ce monde, j'aimais tellement ces personnages que de finir là-dessus ça m'a un petit peu frustrée. Bon après je crois qu'on est pas mal dans ce cas-là, ça change pas que je pense que c'est une belle saga, que je vous la conseille, hein. C'est pas parce que le troisième tome est un petit peu moyen que je vous conseille pas de la lire. Mais voilà, sachez-le, j'ai trouvé que celui-là était vraiment en dessous des autres. Au niveau des personnages, on va suivre notamment, je dirais, 4 personnages principaux qui sont vraiment essentiels à l'histoire. Vous avez donc Mia, la jeune fille dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais vous avez aussi Gentilhomme. Gentilhomme, c'est un chat fait de ténèbres, puisque Mia est une enténébrée, c'est-à-dire qu'elle peut interagir avec les ténèbres peuvent se lier à elle et elle peut, en glissant dans l'obscurité, passer d'un endroit à un autre, enfin voilà. Et elle a cette espèce d'entité ténébreuse qu'elle appelle Gentilhomme, qui prend la forme d'un chat, qui est sur son épaule, et enfin sur son épaule, c'est comme ça que je l'imagine la plupart du temps, et qui est un personnage qui a énormément de sarcasme, qui va toujours la titiller, la piquer un petit peu, et qui est aussi très étrangement, je trouve, alors que c'est censé représenter les ténèbres, c'est aussi sa part d'humanité. Je trouve que Mia a beaucoup de sa part d'humanité dans Gentilhomme. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment un personnage principal et qu'il a vraiment toute sa place dans le panel des personnages qui sont explorés dans cette trilogie. Ensuite vous avez 2 autres personnages qui pour moi sont principaux, qui sont vraiment essentiels à l'histoire. Il s'agit de Trick, qui est un jeune homme qui est un petit peu la bonne patte, voilà, c'est le gentil garçon. Bien qu'il soit dans une école d'assassins, c'est vraiment le gentil garçon qui va être dévoué à Mia corps et âme jusqu'à la fin,
voilà, c'est vraiment le gentil garçon. C'est mon personnage, un de mes personnages préférés, voilà, de toute l'histoire. Je vous en dirai pas plus parce que sinon je risque de vous spoiler. Et vous avez Aisling qui est un petit peu au début la rivale de Mia, qui est dans cette école, qu'on sent qu'elles ont beaucoup de points communs mais aussi qu'elles ne voient pas les choses de la même façon non plus. Aisling va vraiment être très, comment dire, vengeance personnelle, vraiment fixée sur ses objectifs, alors que Trick justement va être plus ouvert sur le bien commun. Et c'est très étrange parce que du coup ils interagissent tous les deux dans la vie de Mia et c'est ce qui l'a fait grandir et ce qui l'a fait, voilà, parfois tomber dans l'égoïsme, parfois tomber dans le fait d'être dévouée à quelque chose de plus grand qu'elle. Ces deux personnages ont vraiment la modelé en fait tout au long de cette saga. Et voilà, Aisling c'est un peu l'antithèse de Trick, je dirais. Ils sont vraiment tous les deux complètement différents, mais tous les deux ressemblent à Mia sur certains points. Et c'est ça qui est intéressant dans leur dynamique. Moi personnellement je trouve que Aisling est très toxique, c'est pas un personnage que j'aime énormément. Mais je vois son apport à l'histoire, je vois son utilité et je pense qu'elle était essentielle à cette histoire pour que Mia se développe, mais c'est un personnage que je n'aime pas. Ensuite vous avez tout un aspect aussi mythologique et religieux dans ce livre, inspiré un petit peu de l'Italie avec des mots italiens, avec vraiment des cités qui sont très comparées un petit peu, moi je trouve, à tout ce qui se faisait dans la Rome antique. Voilà, c'est vraiment une grosse connotation italienne. Et vous avez toute une mythologie auprès de Nia et A, qui sont les dieux principaux en fait de ce monde, avec Nia qui est la nuit mais qui est contrainte au silence, et A qui est son mari, qui est le soleil et qui a ses trois yeux, ses trois soleils qui brillent sur Sepulchra. Et il y a toute une mythologie autour de ces divinités avec d'autres divinités qui vont se rajouter et qui pour moi est vraiment super bien détaillée. Le seul problème, et c'est ce qui fait que j'ai quand même bien aimé le tome 3, c'est que c'est énormément développé dans le tome 3 et j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de développement sur cette mythologie dans les tomes 1 et 2 parce qu'il y avait vraiment quasiment tout concentré sur le tome 3. D'où viennent les ténèbres, qu'est-ce que sont les enténébrés, tout ce qui est relatif aux dieux, d'où ça vient, comment ça se fait. Et c'est vrai que c'était super plaisant d'avoir énormément d'explications, de comprendre enfin pourquoi on en était là et pourquoi on était dans ce monde, mais en même temps j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus disséminé tout au long de la saga. Et enfin je vous parlerai des notes de bas de page parce qu'elles divisent tout comme elles peuvent réunir ces longues notes de bas de page qui parfois font 3 pages à elles seules en fait tout simplement, qui sont les ajouts du narrateur dont on apprend l'identité à la fin du roman et qui sont drôles à mourir parfois, pleines d'autodérision et puis d'autres fois qui juste nous racontent l'histoire du monde. Mais l'histoire, parfois des bêtises, genre d'où vient cette expression, quel roi fait quoi à quel moment. Et en fait, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas et soient rebutées par ces notes qui font sortir du récit. Alors oui, ça fait sortir de l'histoire, mais ça ne fait pas sortir du monde, car on en apprend beaucoup plus sur le monde, on est beaucoup plus immergé. Moi je trouve que ça nous permet une réelle immersion dans le monde de Nevernight. Et personnellement, je les ai beaucoup aimés. Il y a un moment dans le tome 3 où on n'en a plus pendant très longtemps et c'est d'ailleurs un peu bizarre, jusqu'à un moment où on retrouve une note de bas de page et où l'auteur nous dit qu'en gros il fallait à ce moment-là être concentré dans l'histoire et que du coup il a préféré ne pas nous donner d'éléments supplémentaires pour qu'on reste sur le fil et le cheminement de l'histoire. Et j'ai trouvé ça assez sympa et c'est vrai que voilà, ça divise énormément ces notes de bas de page, mais moi je la trouve très plaisante. Ce qui fait un monde vraiment très fourni, alors pas autant que de la fantasy adulte où vous allez vraiment avoir des world building de fou. Je pense notamment à Brandon Sanderson qui crée des mondes vraiment mais impressionnants de richesse et de profondeur. Là ça reste un petit peu un monde type young adulte où c'est un peu moins creusé, mais ça n'empêche pas que c'était un monde que j'ai trouvé assez original, très sympa. J'ai beaucoup aimé certains personnages, j'ai bien aimé l'intrigue. Le premier tome était vraiment exceptionnel, je vous jure, le premier tome était fou.
Le 3e tome m'a beaucoup déçue, mais ça restera dans mon cœur une série que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé en vous donnant ses qualités, ses faiblesses, parce qu'il y a des faiblesses dans cette série. Ce sera pas ma série préférée de tous les temps, mais je me revois lire le 1er et le 2e tome et me dire que juste je prenais des claques et que j'étais tellement investie dans cette histoire que je peux pas dire que ce soit pas une de mes séries préférées, malgré que le 3e tome soit un peu moyen. Je vous le conseille quand même parce que je pense que les histoires de Mia ont vocation à toucher pas mal de personnes et j'espère que mon avis en toute honnêteté aura pu vous donner envie de lire cette saga. En tout cas, si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire si elle vous tente. Et puis si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous. Et puis jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de merveilleuses lectures et en attendant, je vous fais des bisous.